invité est parfumeur. Depuis 20 ans, à la tête de sa propre maison, Parfums d'Empire, il joue avec des notions comme l'excès et la radicalité, l'érotisme et le sacré, dans des créations qui, je peux vous le dire, ne peuvent pas laisser indifférents tant elles appellent nos sens à s'éveiller. Merci à Marc-Antoine Corticato d'avoir accepté mon invitation. Quant à vous, chers auditeurs, préparez-vous à envisager la création olfactive comme une fête en écoutant cet invité remarquable et intrépide. Marc-Antoine Corticato, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Puis-je vous demander de nous raconter ce moment de votre vie où vous vous êtes dit « je vais créer une maison de parfum ». Il y a bien longtemps. Oui, il y a 20 ans. Il y a tout à fait 20 ans, effectivement. En fait, j'étais depuis tout jeune intrigué par le parfum des plantes. C'est en fait ça le véritable commencement. Donc, j'ai eu la chance de naître et de grandir dans des univers olfactifs très riches. Je suis né au Maroc, dans les orangeries de mes parents. J'ai ensuite grandi entre ce bled marocain olfactivement très riche et le maquis corse. Et puis cavalier depuis tout jeune. Donc, le monde du cheval et d'une richesse olfactive inouïe. Oui. Et vraiment, depuis tout gosse, donc, j'étais intrigué par ce parfum des plantes, ce qui m'a poussé à faire des études pour essayer de comprendre ça, et jusqu'à un doctorat de chimie analytique spécialisé dans l'analyse des extraits de plantes à parfum. Et les premières années de travail, c'était donc dans des laboratoires de recherche, justement, sur l'intimité de ces plantes à parfum et comment ce parfum évolue au cours des saisons, quand on prend une plante sauvage, quand on la passe en culture, etc. Et ensuite, un beau jour, après avoir passé pas mal de temps en brousse, entre les laboratoires de recherche et la brousse, j'ai tout plaqué pour intégrer un laboratoire de création de parfums à Paris, un petit laboratoire. Et là, j'ai préparé mon propre projet de marque et que j'ai lancé donc, il y a 20 ans. Et je ne comprenais pas au début quand on me disait que j'avais beaucoup de courage. Et en fait, j'ai compris plus tard que c'était de l'inconscience plutôt. Oui. De l'inconscience ? Oui, complètement, parce que c'était complètement fou, même si nous étions très peu nombreux dans ce secteur qu'on appelle le secteur des parfums de niche ou parfums d'auteur, parfums de créateur, parfums de haute parfumerie, chacun y va de son truc. Donc c'était quand même une folie, que je ne regrette pas, mais c'était quand même très, très culotté. Très culotté, mais vous aimez votre liberté, on le sent. Oui, une liberté que certains d'ailleurs de mes confrères, consoeurs, parfumeurs, qui la plupart sont dans des laboratoires plus ou moins grands et parfois d'énormes laboratoires, d'énormes structures, qui m'envient cette liberté de choisir les parfums que je veux faire, de création, de choix de ces matières premières, etc. Mais je leur dis souvent, écoutez, venez passer un mois avec moi, vous verrez que cette liberté, je la paye très cher. Oui. Donc, et c'est peut-être ça qui m'excite aussi. C'est ce que j'ai pu comprendre grâce à mon psychanalyste. Et donc, mais effectivement, alors je crée pour ma propre maison, Parfums d'Empire, et puis pour d'autres marques quand les projets m'intéressent et quand les gens m'intéressent aussi. Et Parfums d'Empire, eh bien, vous l'avez dit, c'est une maison indépendante, créée déjà il y a 20 ans, mais finalement 20 ans c'est aussi jeune pour une maison de parfumerie. Alors c'est jeune et vieux à la fois, en tout cas vieux pour les marques de parfums bien sûr, mais pour le secteur dit de parfums de niche, ça commence à faire vieux. Peut-être pas vieux, mais enfin effectivement moi je suis arrivé, nous étions très très peu nombreux il y a 20 ans sur ce secteur. Là, je me souviens toujours de ce lancement dans un palace Place Vendôme qui avait attiré beaucoup de presse. Il y avait beaucoup plus de facilité à avoir donc de la lumière là-dessus. Aujourd'hui, il ne se passe plus une seule journée, je crois, sans qu'il y ait de nouvelles marques de niche qui arrivent sur le marché. On considère qu'il y a plus de 3500 nouveaux parfums qui arrivent chaque année sur le marché, dont plus d'un tiers dans cette dite niche qui est un terme qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. Mais oui, parce qu'à l'époque, vous l'avez dit aussi, la parfumerie de niche n'en était qu'à ses tout premiers balbutiements. Et vous, dans un accès peut-être d'inconscience, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, vous lancez ce projet, sans jamais douter alors.
je passe ma vie à douter. Donc, tous les jours, je doute. Et ce qui me fait sourire, c'est quand on me dit, mais vous, au moins, Marc-Antoine, ça fait 20 ans que la marque est sur des rails. La marque, j'ai eu la chance d'avoir quelques prix internationaux. Mais, et non, à chaque fois que je commence un nouveau parfum, que ce soit pour ma propre maison ou pour d'autres, c'est toujours l'angoisse de cette feuille blanche. Et jusqu'au lancement, et même pire encore, le jour du lancement, je me pose des tas de questions. C'est vraiment finalement beaucoup de stress aussi, hein, mais c'est un stress très excitant aussi. Alors, c'est l'anxiété de l'artiste aussi. Sans doute, sans doute. Et je pense que le jour où je ne douterai plus, je serai mort. Mais je reviens sur cette définition de marque de niche. En fait, il n'y a pas une définition officielle. Et au départ, je dis bien au départ, parce que les choses ont terriblement changé, ce sont des marques indépendantes, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à un groupe. Ce sont des marques qui sont censées aller sur des pistes qui ne sont pas des sentiers battus, donc pour aller à l'opposé d'une parfumerie commerciale ou facile ou donc consensuelle. Donc de proposer des choses différentes. Voilà. Et puis souvent, dans la parfumerie dite de niche, on ne parle plus de parfum sexué pour hommes, pour femmes, mais de parfum, ce qui est très bien, parce que le parfum pour hommes, pour femmes, ce n'est que du pur marketing. Et donc voilà. Mais les choses ont quand même évolué aujourd'hui. Mais est-ce que le secret de la réussite d'une maison de parfum indépendante, justement, repose sur le refus du consensus, comme vous le disiez ? Alors, effectivement, au départ, oui. Mais on se rend compte, enfin, je le savais aussi, que de proposer des parfums très riches en belles matières premières naturelles, de proposer des parfums qui ne soient pas du consensuel, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué à faire admettre, à faire apprécier, à vendre. Donc, on en revient sur cette notion de curiosité olfactive qui m'est très chère. On se rend compte que beaucoup de gens traversent une vie sans utiliser leur nez, sauf quand ils vous disent ça pue, ça sent bon, et point barre. Et c'est vraiment... Ça, c'est le degré zéro. Mais qui est très, 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 très fréquent, ce degré zéro. Voilà. En fait, donc... c'est terrible parce que ces personnes-là traversent une vie en ayant un panel, une banque de données olfactives en tête extrêmement pauvre. Et on a toujours tendance, tous les humains, à aimer olfactivement ce que l'on connaît déjà. Et donc, si vous restez toujours dans ces mêmes choses, si vous ne faites pas fonctionner votre nez, si vous ne sollicitez pas votre nez au quotidien, et solliciter son nez, ça ne veut pas dire de passer son temps dans les parfumeries dans lesquelles je me demande comment les gens arrivent à sentir encore, tellement c'est pollué d'odeur, mais d'utiliser son nez, ça veut dire rentrer dans une pièce, qu'est-ce que je sens, le moisi, l'humidité, un parfum, voilà, je sors à l'extérieur, le métro, la pollution, j'embrasse l'autre, voilà, c'est de se dire qu'est-ce que je sens quelques fois par jour. Donc ça coûte pas d'argent, ça coûte pas de temps ou pratiquement pas, donc on n'a pas d'excuses. Et on se rend compte que ce sont ces personnes-là qui sollicitent régulièrement leur nez, souvent inconsciemment d'ailleurs, qui vont, lorsqu'on leur présente un parfum, une odeur différentes, ne vont pas systématiquement la rejeter sous prétexte qu'ils ne la connaissent pas. Donc ce sont des gens qui peuvent s'autoriser à dire « je ne connais pas, mais ça peut m'intéresser ». Tous les autres disent « je ne connais pas, je la rejette ». Voilà. Et c'est là tout notre drame quand on veut faire du parfum qui sort un petit peu des sentiers battus. Et vous savez, même quand on parle de matières premières naturelles, puisque moi je suis un grand amoureux de la matière première naturelle, des extraits de plantes, eh bien, on se rend compte qu'on en parle beaucoup dans le discours marketing, mais finalement, quand on présente des parfums très riches en ces belles matières premières naturelles, eh bien, ça plaît surtout à des gens qui ont cette curiosité olfactive. Donc, la belle matière première naturelle, qu'on le veuille ou non, n'est pas accessible, n'est pas appréciée de tous, loin de là. C'est comme un peu
un bon vin. Tout le La monde question ne peut pas. des meubles aussi. Bien sûr, des meubles de l'art d'ailleurs, d'une manière générale. Hein, et ça, c'est regrettable, mais j'espère que les choses vont petit à petit changer. J'ai bien entendu ce que vous nous disiez sur le parfum pour homme ou pour femme, qui n'est qu'une question de marketing. Okay. Vous créez des signatures olfactives, donc des parfums d'ambiance que l'on crée pour des lieux où on reçoit du public ou même peut-être pour sa propre maison. C'est un signe intéressant de l'époque, cela que des marques souhaitent imprimer leur clientèle d'une odeur particulière qui signe leur ADN. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Complètement, c'est ça. C'est un signe intéressant du temps aussi. Oui, alors là, c'est carrément un engouement. Aujourd'hui, pendant longtemps, ces lieux publics ont soigné justement la décoration, la lumière, le visuel. Ensuite, on est passé souvent à des ambiances sonores, toute la mode de Bouddha Bar, etc. Et puis aujourd'hui, tout le monde se jette dans cette signature olfactive qu'on peut appeler le logo olfactif. Le marketing olfactif, c'est tout simplement la création d'un parfum sur mesure pour ce lieu qui reçoit du public. En fait, c'est parti des palaces. C'est les premiers, ce sont donc les palaces hier qui avaient proposé donc un parfum d'ambiance spécifique pour leur lieu. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que de tous nos sens, c'est, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps, c'est le sens de l'olfaction qui a la plus grande mémoire. Donc, notre cerveau retient beaucoup plus de choses olfactives que visuelles ou sonores. Donc, et tout l'exercice de ces signatures olfactives, et je tiens à préciser que ce n'est pas du simple sembon, c'est-à-dire on a le droit et on peut aimer tel ou tel parfum d'ambiance et on peut le pchiter ou le diffuser dans son hôtel, son entreprise. Ça, ce n'est pas un souci, bien sûr. Mais c'est de créer un parfum qui transcrivent l'ADN de l'entreprise ou du lieu, car les odeurs parlent. Et donc, c'est un travail qui m'excite beaucoup. J'ai fait pour un certain nombre d'hôtels, d'entreprises, etc. Et je dis toujours au premier rendez-vous, ne me parlez pas de vos goûts olfactifs. Hein, mais dites-moi en quelques mots ce qu'est votre lieu, votre entreprise. Vous voulez parler quoi? De tradition, d'avant-gardisme, de sensualité, d'érotisme, etc., etc. Votre public, c'est 100% masculin, féminin, mixte. Donc, je trouve ça beaucoup plus intéressant de passer par là. Et puis, aussi rappeler que ce n'est pas le parfum du chef d'entreprise ou du lieu ou du client. En tout cas, il y a souvent une petite confusion. Hein. Certes, ça doit lui plaire, mais ce n'est pas le sien. C'est le parfum de sa boîte ou de son hôtel, etc. Donc, on peut faire parler les odeurs, et c'est ça qui est très intéressant, c'est quand cette odeur colle à l'ADN du lieu. Et le public, quand c'est réussi, quand c'est pas trop, on ne doit pas bastonner au niveau de la diffusion, j'ai toujours été contre ça, que quand c'est diffusé de façon subtile, eh bien, on se rend compte que souvent inconsciemment, les gens retiennent, impriment dans leur cerveau ce parfum qui est lié à ce lieu. Et moi, ça me fait vraiment plaisir quand on me dit « Oh là là, quand je vais dans tel hôtel, tel palace, ce parfum que vous avez fait, c'est pour moi le parfum du luxe, de la séduction, de l'exotisme, ça dépend des lieux. » quoi, voilà. Et vous qui aimez les belles matières, les extraits naturels, on peut créer donc des signatures olfactives en toute qualité, en fait. C'est ce que vous me dites. Alors oui, et c'est une très bonne question, parce que souvent dans ces parfums d'ambiance, dans ces signatures olfactives, souvent, il y a quelque chose d'entêtant qui... non, et puis on se dit, c'est du parfum d'ambiance finalement, ça ne doit pas revenir trop cher. Et je dis c'est dommage, parce que d'abord, les techniques de diffusion aujourd'hui sont très pointues, et contrairement à celles d'hier, elles permettent une très belle diffusion, sans utiliser beaucoup de produits, beaucoup de parfums. Donc, et c'est là où il faut faire sa différence, c'est-à-dire de proposer une signature olfactive avec de la belle matière première. Parce que la synthèse, ce n'est pas un gros mot. Hein. Attention, on peut en avoir besoin, et il y a de très belles molécules de synthèse. Mais le naturel, l'extrait de plante, sera toujours synonyme de luxe.
aussi et de poésie. Donc c'est le naturel qui apporte ça. Et même quand les gens vous disent « je n'y comprends rien en parfum », et je rappelle toujours qu'il n'y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit en parfum. Le parfum, c'est quelque chose de très simple, il faut l'aborder. On n'aime pas, on a le droit. Eh bien, même les gens qui ne s'y entendent pas, comme ils disent, vont faire la différence. Et la matière, l'extrait de plantes naturelles a ce charme, a ce luxe. Alors tout à l'heure, vous avez prononcé le mot érotisme, en fait, et vous écrivez sur votre site internet « Avec Parfum d'Empire, j'ai désiré renouer avec le sens premier du parfum, celui qu'on retrouve dans toutes les cultures, l'érotisme et le sacré ». Comment ce désir d'érotisme et de sacré se concrétise-t-il dans un parfum ? Bien, sentez mes parfums, une nouvelle fois. Non, mais... parler d'érotisme, de spiritualité, par exemple, dans un parfum, c'est un petit peu ce que je disais précédemment pour les signatures olfactives. Donc, les odeurs parlent et on peut leur faire dire beaucoup de choses, quoi. Hein. Et bien, donc, quand vous voulez parler d'érotisme, vous allez partir sur des notes olfactives, bien sûr, beaucoup plus sensuelles, animales, voire sales, et voire sexuelles, carrément, même. Hein. Alors que si vous voulez parler de spiritualité, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, de plus limpide, de plus léger, et vous allez bien sûr pouvoir travailler, si vous le souhaitez, avec des extraits d'encens, de myrrhe, de poponax. Donc, effectivement, moi, ça m'a toujours... plus cette origine du parfum, donc érotisme et spiritualité. D'abord spiritualité, pardon, puisque le parfum, il est avant tout divin. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va le retrouver dans toutes les croyances, dans toutes les cultures, dans tous les continents, et depuis la nuit des temps. On ne sait pas quelle est l'origine. Les hommes et les femmes ont fait brûler des choses odorantes en guise d'offrande aux dieux pour implorer pardon, protection. Donc au départ, c'était des racines, des résines, et ensuite l'encens, ensuite des parfums. Okay. Et d'ailleurs, c'est ce dialogue par la fumée, perfumum en latin, qui va donner le nom parfum. Donc c'est vraiment l'origine. Et puis très vite, les hommes et les femmes ont voulu se parfumer pour pouvoir plaire, pour pouvoir séduire, pour l'érotisme. Je rappelle souvent que les hommes et les femmes se sont parfumés avant de savoir écrire. C'est très joli. Je crois que je vais m'en souvenir de cette phrase. Et puis, il y a aussi d'autres notions avec lesquelles vous travaillez tous les jours. Je pense par exemple à celle d'excès. Sur votre site internet, vous parlez aussi de radicalité. Dans ce monde où tout est lisse, lissé, polissé, libéré de toute aspérité, votre démarche est unique et peut-être salvatrice au fond ? Alors, unique, j'espère que non, mais c'est pas la majorité, c'est sûr, c'est moins qu'on puisse dire, et c'est ce qui rend la chose excitante et compliquée aussi. Oui, effectivement, je n'aime pas les choses consensuelles, j'aime pas les choses tièdes, j'aime pas, et donc ça se traduit dans mon travail. Oui, j'aime le baroque, mais c'est pas si facile que ça à travailler, puisque il faut toujours garder un équilibre dans son parfum. Et j'adore travailler les overdoses dans certains parfums, pas dans tous, mais c'est vrai, dans certains, c'est vrai. Et donc, je suis très excitée à savoir comment, jusqu'où aller trop loin. Voilà, jusqu'où je peux aller dans cet excès, et ce qui nécessite, comme en architecture, comme un équilibre. Oui. Hein. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut que ça reste agréable, qu'il y ait un équilibre, qui est de beau volume. Voilà. Mais alors justement, dans l'une de vos vidéos, vous racontez le processus de création de votre parfum cuir ottoman, et vous dites que la première version du parfum était importable car trop animal et trop sexuel. Quelle est donc la limite entre un parfum portable mais libre et puis un parfum importable ? Comment est-ce que vous revenez de vos envies d'excès pour retrouver l'équilibre ? Alors, parfois, ce sont les personnes autour de moi qui me disent « ça va pas, Marc-Antoine, t'es dingue ou quoi ?» C'est un truc qui est beaucoup trop segmentant. L'environnement salvateur, parfois. Voilà, oui, exactement. Oui, c'est le terme segmentant. Quand les commerciaux vous disent que votre parfum est segmentant, c'est qu'ils vous préviennent qu'ils ne vont pas en vendre, ou très peu. Donc, quand on vous dit que c'est trop segmentant, et puis parfois, moi-même, je l'admets. J'admets que c'est quand même
trop, c'est un peu too much quoi quand même. Hein. Oui. Il faudrait que je me calme. Et pour l'exemple de cuir ottoman, puisque vous en parliez, effectivement, je voulais ce cuir qui ressemblait. J'étais sans doute marqué par j'avais un père qui avait qui était un collectionneur de voitures anciennes, donc c'était le cuir des Jaguars anciennes de mon père que je voulais retrouver. Mais donc j'ai travaillé donc cette note de fond, puisque la note cuir, elle se retrouve dans un parfum en fond, pas en tête ni en cœur, mais en fond. Donc contrairement aux autres fois où je travaille un peu, même quand c'est un parfum de fond, je travaille un peu la tête, un peu le cœur, et puis surtout le fond. Là, j'ai voulu avoir vraiment la note cuir bestias. Et puis quand j'ai eu enfin, très rapidement d'ailleurs, parce que j'avais vraiment ça en tête, eh bien, il fallait greffer une tête, un cœur, pas pour que ça soit pas que un accord, un simple parfum. Il fallait qu'il soit structuré. Et donc, tout se cassait la figure. Et c'est en lisant, justement, dans la littérature, que dans l'Empire ottoman, on tannait les peaux de bête avec de l'iris, que j'ai rajouté. D'abord, ça a donné le nom, cuir ottoman. Et j'ai intégré l'iris, la matière première la plus noble, dit-on, de la parfumerie. Quand on dit noble en parfumerie, c'est que ça coûte cher. Hein. Et puis, la bête était toujours furieuse, donc j'ai voulu la calmer avec une note florale, un jasmin d'Égypte. Ça n'allait toujours pas, et donc je l'ai arrondi avec une note gourmande, une fève tonka du Venezuela, et ce qui a donné donc cuir ottoman, qui est un parfum qui semble être apprécié. Et vous avez trouvé dans la littérature l'une des clés, oui, parce que tous les arts sont liés. Et ça, il faut s'en souvenir. Tout à fait, tous les arts sont liés et on retombe toujours sur la même chose, c'est-à-dire que cette ouverture, cette curiosité qu'il faut, et je reste persuadé que le XXIe siècle sera le siècle du parfum et des odeurs, et je reste intimement convaincu, je ne suis pas le seul, que bientôt il y aura de l'éducation olfactive dans les écoles. En tout cas, vous l'appelez de vos voeux. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce monde très lisse qu'on a évoqué il y a 5 minutes pour que je puisse terminer ma question. Vous parlez sur votre site internet de puritanisme, des jus chétifs et normatifs. C'est le choix de ce mot puritanisme qui m'interpelle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que sont que ces jus chétifs et normatifs ? Peut-être que je suis allé un peu fort. Oui. Non, c'est en fait... des jus, des parfums donc, qui sont terriblement consensuels, commerciaux. Ça peut être des parfums qui sont liés à des grandes maisons, des petites, des moyennes. Je rappelle souvent que dans cet océan de parfums qui arrivent chaque année sur le marché, il y a toujours des pépites, que ce soit dans des petites marques ou des grandes marques, qu'on ne peut pas généraliser. Mais il y a beaucoup de choses consensuelles, commerciales, c'est-à-dire des choses faciles que les gens pourront, comme la musique, comme la peinture, on revient à ça encore, et qui vont être beaucoup plus faciles à vendre, puisque la plupart, enfin un grand nombre du public ne sollicite pas son nez au quotidien, donc ne vont aimer que ce qu'ils connaissent déjà. Ah bon, puisque tu vas aimer ce que tu connais, que tu vas me l'acheter, je te fais quelque chose que tu vas connaître. Et donc, qui est un petit cousin, un petit frère de tel ou tel parfum. Et puis, ce que l'on remarque dans le secteur du parfum, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un succès dans la parfumerie dite de luxe, donc un parfum de luxe qui marche fort commercialement, eh bien, cet accord qui a fait le succès commercial de ce parfum va être retrouvé dans beaucoup de parfums, dans le luxe encore, mais dans le middle market, dans le mass market. Et donc, je dis toujours dans mes conférences qu'il y a toujours le même cheminement. On passe du chic au cheap au chiottes. C'est toujours la même chose. On va retrouver ces notes consensuelles parce qu'elles sont faciles à vendre. Et notre pauvre cerveau qui, lui, préfère... ces notes qu'il connaît déjà. Oui, sauf pour celles et ceux qui, souvent inconsciemment, comme je vous le disais, utilisent leur nez au quotidien. Et ce sont ces gens-là qui parfois ne sont pas forcément des amateurs de parfum et qui, à votre grande surprise, vous disent « Ah tiens, j'aime ce parfum ». C'est bizarre, mais vous vous rendez compte que dans leur quotidien, ils utilisent leur nez. Et vous savez que les chercheurs spécialisés dans le cerveau et l'olfaction
vous disent que le fait de sentir régulièrement, de solliciter son nez régulièrement, ça aide à le cerveau à avoir une bonne santé générale. Donc, en plus, on fait travailler son cerveau, puisque on a démontré que le fait de sentir, quand je dis sentir, c'est-à-dire de se concentrer un petit peu quand même sur une odeur, eh bien, ça fait fonctionner une zone du cerveau qui n'est en route que lorsque l'on fait cet exercice-là. Et d'ailleurs, les travaux ont montré que entre des cerveaux de professionnels du parfum, comme des parfumeurs, et puis des non-professionnels, donc à ce niveau-là, il y avait quelques différences. Je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, c'est ce que les spécialistes nous disent. Donc, on retombe, comme on l'a dit et redit, toujours dans la même chose, c'est-à-dire ce manque de curiosité olfactive. Et quand je demande à certaines personnes qu'est-ce que vous portez comme parfum, eh bien, au premier mot, vous comprenez souvent si cette personne sollicite ou pas souvent son nez. Hein. Donc, après, je comprends que pour le public, choisir un nouveau parfum, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de parfums, beaucoup de notions, eau de parfum, eau de toilette, féminin, masculin, eau de parfumerie. Et quand on me dit, mais comment est-ce qu'on peut faire ? Donnez-nous un truc. Je réponds toujours la même chose. Oui, c'est très simple. Fiez-vous à votre propre nez. C'est votre nez qui décidera. C'est pas la marque, c'est pas le discours, et ne vous laissez pas mener par le bout du nez, pardon, c'est facile, par le discours des marques, qu'importe la marque, le parfum, le parfumeur, c'est l'émotion qui vous produira. Oui. Est-ce qu'il faut fuir ces supermarchés du parfum ? Alors, dans ces supermarchés, je ne sais pas quoi vous faites allusion, enfin je pense, dans ces supermarchés du parfum, vous avez aussi de très jolies choses. Hein, oui, mais on ne peut pas, il y a tellement de choses finalement qu'on ne peut plus rien y sentir non plus. C'est pour complètement. Ça que je dis, mais justement, un parfum, ça s'essaye sur peau. Hein. Donc, la touche olfactive qu'on appelle mouillette, elle vous sert à dégrossir le truc, dire tiens, ça non, je ne peux pas, ça pourquoi pas. Et ensuite, dans un second temps, vous partez avec un échantillon où vous parfumez dans la boutique et vous voyez comment vous allez vivre avec. Oui. Et parfois, c'est une bonne surprise. Et puis, j'ai remarqué souvent que le public, parfois, essaye de retrouver un même type de parfum, un parfum qui n'est plus produit, par exemple. Et toute une vie, ces personnes recherchent ce même parfum et ce même type de parfum. Et je leur dis, c'est comme quand vous avez perdu un grand amour. N'essayez pas de retrouver le clone. Vous ne le retrouverez jamais. Donc, et essayez de vous faire surprendre en allant découvrir de nouvelles pistes. Vous aimiez les ambrés, pourquoi pas sentir des boisés, des hespéridés, des floraux. Laissez-vous surprendre. Choisir le grand amour d'après. Tout à fait, oui. C'est très important. J'ai une dernière question assez personnelle à vous poser, puisque cette émission s'appelle La Maison de mes rêves. À quoi ressemble la maison de vos rêves ? Et puis surtout, quel parfum cette maison doit-elle porter ou bien porte-t-elle ? En ce qui me concerne, oui. En ce qui me concerne, moi, la maison de mes rêves, je l'ai déjà. C'est une petite maison, une petite maisonnette de famille qui appartenait à un arrière-grand-père en Corse. Donc, elle est au milieu du maquis, perdu. Ça sent très bon le maquis. C'est merveilleux. J'adore Paris, où j'ai mon laboratoire, mais parce que j'ai mon maquis. Et la maison de mes rêves, elle n'a pas forcément besoin à la campagne d'être parfumée. À Paris, oui. À Paris, j'aime bien reprendre parce qu'il y a au sol le bois. Oui. J'aime beaucoup les matières premières animales, certes, l'ambre, etc. Donc c'est plutôt ces notes-là. Je déteste parfumer des endroits où l'on mange. Il ne faut surtout pas, je pense. Hein. Et puis je crois qu'on parfume vraiment là aussi comme on en a envie. Le parfum, je le dis, je le répète, ce n'est que du plaisir. C'est pas une prise de tête. Le parfum, c'est de la fête. Et personnellement, je retiens de cette interview 2 mots. Vous avez parlé de la brousse en début d'interview, et puis en fin d'interview, le maquis. Je crois que ces 2 mots-là vous définissent bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.